Chers internautes, bonjour. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle année 2020 de notre rendez-vous hebdomadaire Informatique News Hebdo. Alors, j'allais dire, on ne change pas une équipe. Je suis toujours en compagnie d'Guy Hervier, notre rédacteur en chef. Bonjour Guy. Bonjour Jean-François. Alors Guy, nouvelle année, mais actualité, j'allais dire, toujours constante, avec, pour ouvrir cette séquence, des problèmes de sécurité. Et des problèmes de sécurité liés à Windows. Alors, les mauvaises langues ne diront rien de nouveau sous le soleil, mais c'est vrai que c'est un éternel débat. Hein, et là, on a encore une illustration toute récente avec deux problématiques. Une liée à Windows 7. Alors, on peut se dire Windows 7, bon, c'est vrai que c'est en fin de vie. D'ailleurs, oui, Microsoft annonce la fin du support. Et puis Windows 10, ce qui est quand même le fleuron aujourd'hui de Microsoft. Et pareil, toujours des graves problèmes de sécurité. Bon. Alors, de toute façon, d'ailleurs, je crois que si on parlait de Windows 13, qui pourrait être la prochaine version, ce serait encore la même chose. Alors, effectivement, pour Windows 7, c'est un spécialiste de la sécurité qui parlera certainement pas à tous nos lecteurs, Brian Krebs, qui sur son blog a mis en avant cette faille de sécurité importante sur Windows 7 et qui a également expliqué que Microsoft avait donné sous embargo un patch de sécurité à la fois à l'armée américaine, évidemment, et puis aux grandes entreprises, et donc le correctif avait été également rendu disponible avec le patch Tuesday de la semaine dernière. Donc ça, c'est pour Windows 7, et comme vous le rappeliez, c'était le 14 janvier que Windows 7 était arrivé en fin de vie de support, et non pas en fin de vie d'utilisation, fin de vie de support, donc ça veut dire que Microsoft ne développera plus de failles de sécurité. De patch. Pardon, de patch. Enfin, c'est bien lui qui a développé des failles au départ. De sécurité, c'est vrai. Et donc après, c'est des correctifs. Donc, évidemment, il l'a pas fait sciemment, mais bon. Donc, ça veut dire que la question qu'on peut se poser, c'est pour l'avenir, s'il y a encore de nouvelles failles importantes, parce que finalement, la question qui est posée, c'est pas seulement l'utilisateur qui est finalement impliqué dans ça, mais c'est peut-être via l'utilisateur qu'on peut éventuellement accéder à des choses plus intéressantes. Donc, de toute façon, finalement, la responsabilité de Microsoft restera toujours un peu engagée d'une certaine manière. Et puis, donc ça, c'est pour Windows 7. Et comme vous le disiez, pour Windows 10, donc là, c'est pas un particulier, c'est la NSA. Donc, vous voyez, on bascule dans un autre monde qui a découvert une très grosse faille, une faille sécurité critique, et qui... on a averti Microsoft, qui a développé, alors peut-être que Microsoft n'avait pas averti que la NSA le prévienne, mais en tout cas maintenant que c'est au grand jour, a mis les bouchées doubles et a développé un nouveau patch de sécurité, et la NSA conseille fortement de le mettre sur ses équipements. Donc je dirais que Windows 7 c'est la fin, Windows 10 c'est le début, et on a toujours des problèmes récurrents de sécurité qui resteront. Enfin, c'est clair. La question, c'est savoir quelles sont les procédures qu'on met en route, les mécanismes pour corriger ces failles le plus vite possible avant que quelqu'un ne puisse les exploiter. Finalement, c'est un peu ça la question, quoi. On reste chez Microsoft, puisqu'on parle d'une nouvelle offre, un nouveau produit qui est le navigateur de Microsoft, qui est révolution, si on peut dire, est basé sur le moteur d'affichage de Google, moteur open source qui s'appelle Chromium. Ce navigateur est enfin public. Alors, c'est là où on voit quand même le chemin qui a été parcouru depuis 10-15 ans. Déjà, il y a 10-15 ans, l'arrivée d'un nouveau navigateur, était au centre des médias, alors que là, c'est passé un peu, pas inaperçu, mais un peu au second plan. Le fait que Microsoft s'appuie sur une technologie tierce pour développer un navigateur, c'est quand même là aussi quelque chose de nouveau. Et puis, c'est sans doute lié au fait que finalement le navigateur est devenu, c'est pas un outil stratégique, et en plus, en gros, ça ne permet pas de gagner des milliers et des cents. Donc, il est vraisemblable que Microsoft s'est dit, autant faire appel à des données, à des technologies qui existantes open source pour développer notre futur. Alors, on connaissait Internet Explorer, on connaissait Edge, et donc celui-là, c'est Edge 79, que certains commencent à appeler Credge, donc Chromium Edge.
et qui va être disponible dans les mois qui viennent et qu'on peut télécharger si on le souhaite. Et donc ça veut dire que les utilisateurs de Chrome, qui sont maintenant assez importants, voire majoritaires, puisqu'on est loin de Firefox qui était passé loin devant et qui maintenant est quand même en grande difficulté. Donc ces utilisateurs-là, ils ne seront pas dépaysés puisqu'ils seront face à une interface qui leur sera familière, même si Microsoft a développé un certain nombre de choses ça nous rappelle quand même des souvenirs, le fameux problème de monopole d'Internet Explorer. Et donc là, finalement, on se retrouve avec la même configuration quelques années plus tard, avec Chrome et Google, et donc la fameuse compatibilité des sites web à un navigateur qui n'est pas forcément compatible avec les règles du fameux W3C. Bon, on se retrouve avec finalement rien de nouveau sous le soleil, mais un débat qu'on avait connu il y a 15 ans facilement. Oui, plus les luttes au niveau de la Commission européenne pour savoir s'il fallait que, quand on livrait un nouveau PC, il fallait donner le choix à l'utilisateur, enfin bon, tout ça, finalement, je ne vais pas dire tout le monde se moque, mais enfin c'est quand même passé un peu au deuxième plan. Un peu au deuxième plan. Très bien. Alors on change complètement d'univers, on était sur le soft, on passe au hardware. Mais finalement, c'est aussi intéressant parce que ça montre la softérisation, j'arriverai jamais à le dire, du hardware, parce que c'est le fait que les PowerPC sont désormais disponibles, enfin l'architecture PowerPC est désormais disponible sur le cloud de Google. Exactement. Alors, les PowerPC, tout le monde connaît. Hein. En gros, c'est les seuls serveurs hors x86 qui existent aujourd'hui. Donc, c'est IBM qui les fournit avec son chip Power. Et donc, jusqu'à présent, ils pouvaient être utilisés soit dans les data centers propres des entreprises, donc on-premise, comme on dit en bon français, et évidemment sur le cloud d'IBM. Et là, je pense que c'est le type même de ce qu'on appelle la coopétition, donc c'est à la fois le partenariat et la concurrence. Donc IBM veut élargir un peu sa sphère d'influence avec les Power, et Google veut essayer de relancer la dynamique face aux deux grands concurrents du cloud que sont AWS et Microsoft. Et donc c'est un partenariat bien compris entre les deux. Donc Google sur sa plateforme GCP, Cloud Platform, donc propose l'accès à des Power PC et l'environnement qui va avec. Il faut rappeler que c'est pas seulement AX, hein. AX c'est l'Unix un peu historique d'IBM. Il y a Linux, mais il y a aussi peut-être non, pas encore Red Hat, non. Non, les AS400. Ah oui, les fameux. Les environnements AS400, donc qui étaient devenus dans les fameuses e-series, c'est ça. Voilà, e-series, et donc qui sont, bon, évidemment, c'est pas le gros de la troupe, si je puis dire, mais ça existe encore. Et donc, finalement, pour des utilisateurs de ces systèmes un peu anciens, si je puis dire, enfin, en tout cas, environnement presse-bouton, hein, qui était prêt à l'utilisation, ils vont pouvoir eux aussi passer en mode cloud, pas seulement chez IBM, mais également chez Google. Donc c'est pour eux aussi la possibilité de passer en cloud hybride sur un système qui remonte aux années 70 quand même. Donc c'est assez intéressant. L'innovation est un éternel retour. Alors, éternel retour, le marché des PC, on en parle, puisqu'une nouvelle étude montre que après des années, je ne vais pas dire des décennies, en tout cas des années de baisse, finalement, on a une remontée de ce marché. Alors, vous savez, c'est les 7 années des vaches grasses et cette année de vaches maigres. Mais enfin, bon, là, effectivement, 2019, c'est la première année. Alors, on ne parle jamais de ces chiffres trimestriels parce que finalement, il n'y a pas de changement d'un trimestre à l'autre majeur, sauf exception. Et là, c'est la première année 2019, depuis 7 ans, que le marché des PC repart à la hausse. Néanmoins, il faut quand même redire les chiffres. On est donc en 2019, on est à peu près à 260 millions de PC. On était en 2012 à 370. Donc vous voyez que malgré tout, on repart à la hausse, mais on est loin de là où on était. Dans ce marché-là, on met les PC de bureau, les portables, et puis les matériels 2 en 1 de type Surface, par exemple, mais on ne met pas les tablettes les Chromebooks ou les tablettes, on ne met pas ça là-dedans. Donc on met 260 millions. Et les 3 premiers qu'on connaît, hein, qui sont Lenovo, HP
et Dell représentent 65% du marché. Donc c'est important. Et je me suis amusé à comparer ça avec le marché de l'automobile, par exemple, qui est quand même un marché plus ancien, bien sûr. Assez nettement. Eh bien, les trois premiers ne font que à peu près 30% du marché. On a vendu en 2019 à peu près 100 millions d'automobiles, donc c'est un peu moins que les PC, 260 millions, c'est plus gros les automobiles. Ouais, et puis finalement, c'est un équipement qui est plus complexe qu'un PC. C'est un marché qui est aussi nettement moins mondialisé quand même. Le marché de l'automobile. Dans quel sens? Dans la mesure où chaque pays a sa norme, a ses modes. Oui, et puis il y a tous les équipementiers de premier, deuxième, troisième niveau, donc c'est un marché qui est très organisé, mais néanmoins c'est un marché qui est très ancien, où les trois premiers ne font que 30%. Ouais. Donc la maturation du marché des PC est quand même arrivée. Alors l'autre idée aussi, et là bon, sont des chiffres du Gartner, mais IDC apporte à peu près les mêmes chiffres, c'est de dire ça a été, ce regain, si je puis dire, a été favorisé par l'arrivée de Windows 10. Et donc, en gros, on met à jour et donc on rachète des équipements. Ça peut éventuellement continuer cette année, en 2020, mais ça ne pourra se poursuivre de manière continue que dans la mesure où les PC vont apporter de l'innovation. Et là, de ce point de vue-là, c'est vrai qu'en gros, quand on achète un nouveau PC, on l'aurait acheté il y a 5 ans, on ne voit pas une différence fondamentale. Donc, alors, c'est quoi l'innovation? C'est pas à moi de vous le dire, c'est aux gens qui vont l'apporter, mais en tout cas, c'est la chose en plus qui vous permettra d'améliorer votre productivité sur une activité particulière, et ça, on l'attend. Donc, je dirais que 2019, on est reparti à la hausse, 2020, on va peut-être rester à cet étiage-là, mais bon, sauf exception ou sauf événement particulier, le déclin, on sera sur un marché de renouvellement sans... Et encore. Et encore. Et pour finir cette passage en revue de l'actualité, en bref, si je puis dire, on finit par une touche financière avec une acquisition dans un domaine un peu limite à notre secteur, qui est celui des fintech, qui est Visa, qui rachète une fintech, alors je ne sais plus quelle origine, américaine. Californienne. Voilà. Oui. Californienne qui est basée à San Francisco, qui a été créée en 2012 et qui représente à peu près 300 personnes, donc c'est devenu une assez gros, qui n'est pas très connu, qui s'appelle Plaid. Et Visa, pour ça, a dépensé 5,3 milliards. Quand même. Donc c'est quand même significatif. Donc c'est un agrégateur de données, donc Plaid, qui permet d'utiliser des services financiers. Et en fait, Visa s'est basé sur une étude qui est que en 2019, 75% des internautes ont utilisé des services de fintech. Donc fintech, en gros, c'est depuis qu'on parle de l'open banking, et en Europe, c'est la directive PSD2. Donc l'open banking, ça veut dire que les banques sont obligées d'ouvrir leurs données pour que des entreprises, des startups, puissent utiliser ces données pour développer des nouveaux services. Et donc, partant de ce fait que les internautes utilisent de plus en plus de services, donc elle en a conclu que c'était intéressant de revenir au centre en rachetant cette start-up. Sachant que dans le tour précédent, elle en avait financé le développement avec Mastercard. Mastercard, c'est un grand concurrent, donc là, elle prend un pas d'avance. Mais néanmoins, ce rachat aussi m'a poussé à une réflexion aussi, qui est que finalement 5 milliards, c'est quand même une somme non négligeable. Et donc on peut se poser la question de savoir quelle est la rationalité économique de mettre autant d'argent, parce que finalement Visa aurait pu très bien réfléchir à l'open banking depuis quelques années, à développer en interne ce genre de choses. Et donc ça met finalement, on a l'impression que les grandes entreprises ont délaissé complètement la R&D à des startups, et puis elles laissent en gros, elles les laissent
se dépatouiller. Quand il y en a une qui émerge et qui a une technologie intéressante, elle la rachète. Sauf que là, on est quand même à 5 milliards. Donc, on peut quand même se poser la question de ce nouveau modèle. Bon, néanmoins, en tout cas... Ça rappelle l'industrie, ça rappelle un peu l'industrie du médicament, ceci étant dit. Hein, oui. Où son major laisse des startups créer, se lancer. Exactement. Et puis quand le médicament enfin arrivé sur le marché ou près d'arriver sur le marché, on rachète. Exactement. Mais bon, c'est une façon de procéder. Alors ça c'était pour l'actualité en bref de la semaine. Le gros sujet de la semaine c'est la data finalement, on n'est pas très loin, hein, parce qu'on parlait de données avec Visa. Et là pour le coup on parle de l'ANRF qui est la grand-messe hein, de la distribution, évidemment un secteur impacté par la fameuse transformation digitale. Donc c'est une étude de Splunk qui souligne, j'allais dire, le fait qu'on n'utilise pas forcément suffisamment les données à disposition ou pas de manière finalement pertinente. Alors, pas suffisamment, je crois que d'après l'étude, c'est vraiment une... méthode. Oui, tout à fait. En fait oui, c'est effectivement... Donc alors, là, vous parliez de la NRF, donc c'est le grand show de la distribution. Oui, qui se déroulait la semaine dernière d'ailleurs. Et donc Satya Nadella, il faisait une apparition et donc il parlait beaucoup de la donnée, puisque c'est un secteur où on utilise beaucoup la donnée. Oui. Et donc il disait que la donnée n'est utile que lorsqu'on peut l'utiliser en temps réel pour faire des prévisions et mettre en place des procédures d'automatisation. Donc je dirais qu'on est projeté tout de suite dans le monde du futur, mais dans le monde d'aujourd'hui, avec cette enquête de Splunk, là la réalité est tout autre, puisque je dirais que le fait principal qui ressort de cette enquête, c'est que un décideur sur 100 utilise la donnée systématiquement pour prendre des décisions. Donc vous voyez qu'entre les deux, il y a quand même un gros gap. Alors, donc finalement, les fameux décideurs, sur quoi se basent-ils pour prendre des décisions? Je dirais leur intuition. Comment? Leur intuition. Alors, leur intuition, là effectivement, le mot c'était instinct, donc voilà, c'est ça. Sur ce qui a déjà été fait, donc en gros, ce qui a marché ou peut-être pas très bien marché, eh ben, on va le reproduire parce qu'on l'a déjà fait, et donc on est en terrain connu. Sur l'avis des collègues, et donc ça c'est peut-être du brainstorming interne, donc en gros c'est l'instinct à plusieurs, donc, et puis il y a aussi les retours clients et éventuellement, pairs, donc je dirais des approches assez traditionnelles, et donc on parle beaucoup depuis longtemps de big data, d'intelligence artificielle, des choses comme ça, et on voit bien que la traduction dans la réalité quotidienne n'est pas encore... Il y a encore du travail. Il y a encore du chemin à faire. Ça, c'était pour la semaine passée, Guy. Pour la semaine à venir, même les semaines... la semaine à venir, pardon. C'est le FIC, le fameux, qui se déroule à Lille et qui est maintenant l'autre grand-messe, j'allais dire, de la cybersécurité. Alors, effectivement, donc c'est à Lille, c'est du 28 au 30 janvier. C'est maintenant devenu, avec les assises, la grande... Alors, c'est à la fois un salon et un forum. Hein, donc, un salon parce qu'il y a des exposants, et puis un forum parce qu'il y a beaucoup de conférences avec des conférences plénières et puis des choses très spécifiques, très spécialisées. La différence avec les assises, c'est que je dirais qu'il y a un peu tout l'écosystème. Il n'y a pas seulement les fournisseurs, mais il y a aussi les entreprises, il y a les institutionnels, les gouvernements, enfin, et puis c'est européen, voire même ça va au-delà. Donc c'est le grand rendez-vous. Et en parallèle à ça, il y a une enquête d'Allianz, donc l'assureur, donc c'est un baromètre annuel qu'ils font depuis un certain nombre d'années, et qui pour la première fois, alors nous on parle beaucoup d'enquêtes on en reçoit beaucoup d'enquêtes de sécurité qui sont faites par des spécialistes de la sécurité, donc je dirais qu'on reste un peu dans notre domaine. Mais là, Allianz, on sort, et pour la première fois, donc c'est le risque cyber qui vient en numéro 1 des risques devant les catastrophes naturelles et les changements politiques. Donc ça montre bien quand même que... Oui, on est passé quand même à une autre étape, quoi. Une autre étape. Donc ce salon prend de l'importance, mais correspond aussi à une réalité. Bon, très bien. Alors pour finir, notre traditionnel coup de cœur, coup de gueule, et on reste finalement toujours cette problématique de sécurité, hein, c'est Apple.
Alors l'éternel, éternel peut-être un bien gros mot, en tout cas l'échange entre Apple et les sociétés américaines sur la possibilité d'ouvrir une fameuse backdoor pour que les autorités puissent accéder au contenu des iPhones. Quand vous disiez échange, on pourrait parler de bras de fer, en fait. Donc effectivement, il y a eu, quand il y a eu cette tuerie là, à San Bernardino, le problème s'était déjà posé. Et là, c'est à l'occasion c'est un terroriste saoudien qui, sur une base aéronavale à Pensacola, en Floride, donc a tué trois soldats américains et puis en a blessé un certain nombre d'autres. Et donc, le ministre de la Justice américain a demandé à Apple de mettre à disposition, d'ouvrir les deux iPhones qui étaient utilisés par ce terroriste. Et Apple reste comme sur ses positions en disant que non, sachant que la fois précédente, le gouvernement américain avait pu, en utilisant des technologies israéliennes en particulier, avait pu accéder. Bon, il avait déboursé pas mal, mais... Et donc là, je dirais que c'est un problème récurrent qui est posé, et Apple évidemment veut se montrer absolument, parce que pour lui la protection des données c'est quelque chose de très important. Dans ce bras de fer, évidemment, le président Trump n'a pas pu céder à s'impliquer là-dedans avec un tweet disant qu'il ne comprenait pas que le gouvernement américain aidait Apple à développer son activité, et donc il fallait que Apple donne quelque chose en retour. Donc on est vraiment dans le mélodrame, je dirais, technico-politique, sachant quand même que, bon, il y a quand même eu un acte terroriste, 3 morts, donc c'est pas rien, mais en tout cas c'est un problème récurrent. Et c'est vrai que si Apple donnait la possibilité de... Là on se dit, mais bon... Mais imaginons que ça tombe dans des gouvernements qui soient... nettement moins conciliants. Enfin, je ne sais pas si le gouvernement américain est très conciliant, en tout cas, oui, sur des gouvernements terroristes, on peut se poser des questions de ce que ça pourrait donner. La question est simple, la réponse est évidemment très compliquée. Bah, écoutez, Guy, je propose qu'on conclue là-dessus. Et je remercie tous nos lecteurs de nous avoir suivis. Je propose de nous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Informatic News Hebdo. En attendant, très très bonne semaine à toutes et à tous. Merci.